Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une statistique importante dont le marché a pris connaissance en début d'après-midi, la dynamique de l'emploi américain pour le mois d'avril. Autant le dire, les chiffres restent solides, on est en moyenne sur les derniers mois sur la création d'un demi-million d'emplois par mois aux États-Unis, 428 000 précisément pour le mois d'avril. C'est un peu plus que ce que les économistes anticipaient. Le taux de chômage est inchangé à 3,6%. Le chiffre n'a pas fait surréagir les marchés, des marchés qui ont déjà subi une semaine compliquée, qui avait commencé par un flash crash en Europe lundi, qui se termine par un sell-off massif sur le Nasdaq. En tout cas, la journée d'hier a été une journée quand même très très lourde pour le marché américain et pour les actions technologiques en particulier. Et on essaye tant bien que mal de terminer cette semaine qui va se finir dans le rouge pour la plupart des indices. En tout cas, en Europe, on est sur une baisse d'1,5% cette fin de journée en Europe. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. On reviendra évidemment sur la séquence Banque centrale. On a eu la Fed, bien sûr, mais on a eu également un message assez effrayant délivré par la Banque d'Angleterre hier. Nous y reviendrons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Clartan pour décrypter un cas d'investissement particulier à travers une grille d'analyse fondamentale. Le cas ce soir sera celui de BNP Paribas. Et un titre qui délivre quand même un dividende de 7% pour 2022, même dans le secteur bancaire, avec la volatilité que ça peut impliquer. C'est quelque chose qui se regarde visiblement, et c'est Guillaume Brisset, associé gérant et directeur général de Clartan, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Ambiance plombante pour le CAC et la stratégie des banques centrales afin de contrer l'inflation et l'inquiétude qu'elle suscite dissout l'annonce de création d'emplois supérieurs aux attentes en avril aux États-Unis. Les départements du travail a fait état de 428 000 emplois non agricoles créés. C'est plus que les 380 000 prévus par le consensus. Le salaire horaire n'a quant à lui augmenté que de 0,3% sur un mois, soit un peu moins qu'anticipé. Le taux de chômage est stable à 3,6%. À noter que le nombre de postes créés en mars a été révisé à la baisse à 428 000 contre 431 000 initialement annoncés. Sur le plan des valeurs à suivre aujourd'hui, en Allemagne, Adidas accuse la plus forte baisse de l'indice DAX pour 2022 après une chute de ses résultats au premier trimestre. Le groupe a revu ses prévisions à la baisse. Ce dernier fait les frais de mesures de confinement réimposées en Chine. La Chine, où les ventes se sont effondrées de 35%. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année devrait baisser de manière significative en raison des fermetures de magasins et de la forte baisse de la fréquentation. À Paris, l'action JC-Deco est mise à mal. Si le groupe a dépassé son objectif pour le premier trimestre, il pâtit aussi des confinements à répétition en Chine et annonce s'attendre à un ralentissement sur le reste de l'exercice. On remarque qu'à Paris, les principales valeurs du secteur du luxe sont en recul. Hermès, Kering et LVMH sont dans le rouge et entraînent l'ensemble du CAC. La chute de 5% du Nasdaq hier pèse sur les valeurs technologiques et de croissance. Capgemini plie, Téléperformance aussi. L'action de l'assureur AXA est en nette baisse. Au premier trimestre, l'assureur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse à 31,3 milliards d'euros. Une hausse qui apparaît cependant inférieure aux attentes. Et puis fraîchement entrée en bourse, la filiale de Sanofi EuroAPI progresse. Lundi, peu de rendez-vous de premier plan figurent au programme. L'attention portera entre autres sur Moscou où Poutine s'exprimera à l'occasion des commémorations du jour de la victoire. À noter qu'à Hong Kong, les marchés seront fermés. Tendance, mon ami, 2 fois par jour à 12h30 et 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et faire le bilan d'une semaine qui aurait été une semaine de crise de nerfs pour les grands marchés globaux. Cyriac Dayan est avec nous ce soir, gérant diversifié chez Sanso IS. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Vincent Lecartier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Gérant, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Christian Parizeau avec nous ce soir également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics. Je verbalise un petit peu les sujets de la semaine. Moi, ce qui m'a vraiment effrayé, effectivement, c'est de voir la Banque d'Angleterre monter ses taux tout en annonçant une récession pour l'économie britannique et même entrevoyant une stagnation d'au moins 2 ans peut-être pour l'économie britannique. Et c'est quand même assez rare de voir une banque centrale qui, malgré la perspective d'une récession, monte ses taux et continuera peut-être de le faire encore pour quelques prochains meetings. Oui, alors c'est vrai que le message est fort, parce qu'il nous délivre un message en disant « j'ai pas le choix ». Je vais quand même monter les taux et je mets de côté vraiment ce qui est aspect activité. Et derrière ça, il y a le fait que l'inflation va être résiliente. Très clairement, ils disent, voilà, on va vers quelque chose qui va persister, qui ne va pas disparaître par magie comme ça. On est sur quelque chose de dur. On est sur aussi une économie qui va être profondément atteinte par le pouvoir d'achat des ménages. Les ménages aujourd'hui ont une facture, notamment d'électricité, qui explose au Royaume-Uni, qui va sûrement entraîner des impayés importants, parce que la hausse est vraiment impressionnante. Et donc ça veut dire véritablement une consommation qui va être très contrainte dans les prochains mois. Mais pour autant, ce n'est pas pour autant que l'inflation va se réduire. Donc il va falloir faire beaucoup plus. Et peut-être la seule solution qui lui resterait, ce serait une appréciation de la livre. Manque de chance, oui. sur cette annonce, la livre a plutôt dévissé. Mais c'est vrai qu'en général, si elle disait, si elle l'envoyait le message en disant « je vais rester accommodant parce que tant pis, j'y arriverai pas sur l'inflation, mais je vais soutenir l'activité en baissant mes taux », ça peut être pire parce que la livre va s'effondrer et ça va accentuer l'inflation importée. Donc on voit qu'on est là, on est vraiment sur un cas d'une banque centrale qui, quoi qu'elle fasse, elle est perdante. Elle est perdante, elle atteindra difficilement son objectif sur l'inflation, elle ne peut pas soutenir l'activité et derrière, si elle est trop accommodante, le change va lui amplifier la crise. Donc on est véritablement dans une situation compliquée. Alors c'est peut-être une position extrême, peut-être que la Banque centrale américaine, la BCE sont moins dans cette situation, mais on voit que quand même, on voit qu'il y a au moins une première banque centrale qui nous envoie un message très négatif. Powell a essayé de nous vendre cette semaine en nous disant il y a un chemin. Alors, il faut qu'il le trouve, le chemin. Il ne l'a pas encore trouvé vraiment. Mais il y a un chemin dans lequel on pourrait préserver la croissance tout en maintenant, en ayant l'inflation qui recule. Mais enfin, c'est qu'un chemin. Et je suis quand même assez hésitant. Et puis, la BCE, elle est prise aussi par 3 dilemmes. Elle doit éviter d'avoir un discours trop accommodant pour ne pas faire s'effondrer le taux de change. Elle doit éviter un écartement des spreads entre souverains avec une Italie qui a des statistiques qui ne sont pas bonnes du tout et une sensibilité à ce qui se passe à la Russie importante. Et puis, derrière, elle devrait essayer de soutenir l'activité qui va quand même aussi avec ce qui se passe sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc on voit qu'on est sur des banques centrales aujourd'hui qui sont sur trop d'objectifs et finalement elles pourraient ne remplir aucun objectif. Et ça vraiment, on sort de la période, rappelez-vous, on va être sauvé par les banques centrales, il n'y a plus rien à craindre, il y a plus de facteur de risque. Vous le dites, voilà, les banques centrales ne sont plus nos amis. Ne sont plus nos amis et là même on peut aller, on va dire qu'elles maîtrisent plus grand-chose. On peut dire qu'elles peuvent plus sauver totalement l'économie. Alors je noircis le tableau volontairement, sûr, non. Mais c'est juste pour montrer à quel point on a pu changer en un an l'image des banques centrales, où on était dans un quoi qu'il en coûte monétaire, où tout le monde était dans la même chose et on était sauvé, et donc une volatilité très basse, et on passe maintenant dans un environnement de volatilité très forte avec beaucoup d'incertitudes économiques. Le pire n'est pas acquis, mais on voit que quand même on a des vraies sources d'inquiétude aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut éviter que la zone euro se retrouve dans la même situation que la Banque d'Angleterre aujourd'hui? Alors peut-être, vous le disiez, c'est peut-être un schéma exacerbé, extrême aujourd'hui au Royaume-Uni, mais encore une fois, la situation n'est pas beaucoup plus favorable en zone euro qu'au Royaume-Uni aujourd'hui. Non, sur le fond, le choc est le même, mais il y a quelques petits éléments quand même positifs en Europe qu'on n'a pas entre guillemets. Oui, je vais faire certains. Les bonnes nouvelles, on est ravis de prendre toutes les bonnes nouvelles aujourd'hui. Pas pour tout le monde. Mon premier argument est vraiment pas pour tout le monde, parce que je vais me faire tuer si les mots, on va dire, mais c'est que les salaires n'accélèrent pas trop en Europe. Alors, alors certains vont me dire c'est quand même pas normal. Oui, mais ça veut dire que la consommation va vraiment ralentir. Alors ça, c'est plutôt mauvais sur l'activité, vous allez me dire. Mais ça veut dire que du côté de la BCE, on n'a pas véritablement un risque à gérer qui serait une boucle prix-salaire.
tant que les salaires restent très très inférieurs à l'inflation, on se dit que la pression sur le pouvoir d'achat va faire que ça va limiter la capacité des entreprises à relever leurs prix. Ça va peser sur l'activité, ça c'est évident, mais ça limite quand même le fait qu'il faut vraiment casser l'inflation, qu'on est dans une inflation durable. On est sur un choc importé, un choc externe qui va peser sur la croissance européenne, mais pas quelque chose d'auto-entretenu. Alors que la Fed, elle a quand même le sentiment qu'il y a un risque quand même. Alors on est à 5,5 sur les salaires en glissement sur un an, on est sur une inflation un peu plus élevée, autour de 7-8, mais globalement, il y a une pression sur le pouvoir d'achat, mais il n'est pas aussi fort qu'en Europe. Donc on se dit que la consommation, elle se maintient. Là, il y a un vrai risque de boucle de prix-salaire aux États-Unis ou en Angleterre, où on a quand même des tensions très fortes sur le marché du travail avec le Brexit en plus, c'est une des conséquences du Brexit. Oui, bien sûr. Donc tout ça fait qu'on est quand même sur des choses où l'élément clé, c'est qu'il y a ce risque boucle prix-salaire qui laisse un peu de marge de manœuvre. Mais l'Europe a d'autres problèmes. Et moi, le principal problème, c'est la stabilité de la zone euro, avec un choc qui est très asymétrique, que n'a pas l'Angleterre, que n'a pas la Fed. Donc on a des spécificités et on est quand même dans un facteur de risque qui augmente énormément dans les prochains mois. Est-ce que les banques centrales sont en train de perdre le contrôle? Là, quand on voit encore une fois la semaine, on va revenir sur les mouvements de marché de la semaine, spectaculaires, Chirac, mais qui montrent quand même que les investisseurs sont perdus, on peut le dire comme ça. Enfin, si on regarde les mouvements de marché heure par heure, au quotidien, d'un jour sur l'autre, c'est très très violent, et puis ça va dans un sens, et en sens inverse, dès le lendemain. Est-ce que le marché est en train de craindre que les banques centrales perdent le contrôle? Clairement, il le craint. On est sur un niveau de volatilité implicite qui est vraiment l'indice de la peur, aux alentours de 30, 35, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Quand vous avez ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a de l'incertitude, il y a du stress dans le marché. Autrement, ce n'est pas le cas. On se situe plutôt entre 15 et 20 en moyenne. Donc il y a du risque aujourd'hui, il y a du risque qui est lié à différents facteurs. On peut y revenir, l'inflation liée aux banques centrales, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Ukraine. Donc tout ça fait un mélange qui est un peu détonnant et qui complexifie. Et la réaction du marché mercredi est assez intéressante. Annonce de la Fed. Finalement, M. Powell, il dit rien d'extraordinaire dans ce qu'il annonce. Mais à part ce 75 BP où il semble pas extrêmement favorable à augmenter les taux de 75 BP. Mais fondamentalement, la route, elle est quand même tracée. Et la réaction du marché est très positive. Et puis dans un second temps, on a l'impression qu'il y a une réflexion et puis ça redégonfle. Finalement, le S&P, si vous regardez la tendance sur la semaine, on tourne, on en parlait avant, on tourne zéro. Un peu plus, un peu moins. En Europe, c'est pas tout à fait la même chose. Mais l'Europe, il faut avoir en tête qu'en mois d'avril, le S&P baisse de 8,8% quand l'Europe baisse de 2%. Donc il peut y avoir des effets rattrapage. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les banques centrales, il faut qu'elles gardent de la crédibilité. Ce qui m'intéresse en particulier sur la position de la Fed, c'est quand on regarde les anticipations d'inflation, ces fameux break-even. Ils sont restés en dessous de 3, ils sont aux alentours de 2,80 sur le 10 ans. Et ça, c'est à mettre au crédit de la Fed dans cet environnement qui est quand même extrêmement compliqué. On voit que le chemin est en effet limité, mais finalement, pour l'instant, elle arrive à faire croire aux investisseurs que l'inflation ne va pas être durable dans le temps. Et l'inflation, le narratif est crédible. Exactement. Et l'inflation, elle a un effet autoréalisateur. C'est-à-dire que si tout le monde y croit, ça va finalement se matérialiser. Et le pari de la Fed, à mon avis, il est assez simple. C'est qu'elle monte ses muscles. Il y a une crédibilité quand même. On nous annonce des hausses de taux comme on n'en a pas vu depuis 30 ans. Oui, quand même. 50 points de base. C'est la première fois depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on a commenté ça en disant, bon, il ne s'est rien passé. Si, il s'est quand même passé 50 points de base. Voilà. C'est passé ça. Et on en a encore 2 fois 50. C'est pour ça, on se prépare. Mais donc, quand vous regardez les anticipations de ce qui est dans le marché de ces hausses de taux, ils sont dans les cours. Et c'est ça qu'a réussi à faire la Fed. Mais elle garde sa crédibilité si, et c'est ça la question, si l'inflation réelle, le CPI qui va être publié la semaine prochaine, le core CPI, commence à se normaliser et à une normalisation qui doit être quand même assez rapide. Donc je trouve que la Fed, finalement, pour moi, elle joue bien sa partition. Je ne sais pas si elle réussira, mais elle fait le mieux que ce qu'elle peut faire. Et pour un coût qui reste limité aujourd'hui, oui, on parlera du Nasdaq qui est en baisse de 20-25% du pic au creux, mais si c'est ça le prix à payer... Ah bah c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Si elle arrive à normaliser... Encore 500 000 emplois créés là, sur les 3 derniers mois en moyenne aux États-Unis. Avec une croissance des bénéfices, il faut le dire, aux États-Unis sur le Q1, les entreprises publient en moyenne une croissance des bénéfices sur un an glissant de quasiment 10%. Tout ça, c'est quand même... L'activité aux États-Unis tourne. Je trouve que les États-Unis sont plutôt dans une situation qui, moi, m'inquiète pas de manière extrême. Par rapport au niveau d'inquiétude générale, oui, c'est pas là où vous êtes le plus inquiet. Je suis plus inquiet sur ce qui se passe en Angleterre. Je suis plus inquiet en zone euro parce qu'il y a des vrais facteurs qui sont spécifiques à la zone euro avec cette histoire, tout simplement, qu'on a des dynamiques économiques très différentes, mais on a une seule politique monétaire. Et pour moi, la vraie source d'inquiétude, bien au-delà de ces deux éléments, c'est la Chine et ce qui se passe en Chine, est pour moi autrement plus inquiétant.
Je note, on a un chapitre Chine à ouvrir dans les 30 minutes qui nous restent. Vincent, vos commentaires sur le sujet des banques centrales, et puis on peut en venir aussi à ce qu'on a pu observer quand même sur le marché cette semaine. Déjà qu'on oublie un peu les politiques budgétaires. Ah. On parle beaucoup des banques centrales, ce qui est logique, mais moi, ce qui me frappe depuis la crise de la Covid, c'est que le véritable relais aujourd'hui, il est budgétaire. Donc pour moi, en fait, c'est ça le vrai sujet. La lutte contre l'inflation, si on essaye de prendre un peu de recul à horizon 1 an, le problème sera plus ou moins canalisé. On va retrouver un niveau de, je sais pas quoi, de 3% sur l'inflation et non plus 1,5 à 2% comme on avait avant. 2 à 3% d'inflation, c'est parfaitement gérable. Donc si les banques centrales arrivent à retrouver ça, pour moi, le boulot est fait. La vraie question, en fait, c'est est-ce que les différents plans de relance sur la santé, sur la défense, sur la transition énergétique, sur la transition numérique, est-ce que tout ça va être financé ? Les États ne peuvent pas le faire par eux-mêmes. S'ils en font une partie, ils ont besoin des banques centrales. Donc se pose pour moi simplement la question de la déconnexion entre la gestion des taux d'intérêt et la gestion du bilan des banques. Pour moi, si vous considérez que certains budgets doivent être sanctuarisés, autrement dit, c'est du long terme, c'est du nécessaire pour la planète, c'est vital pour les populations, vous pouvez les isoler dans un coin, dire aux banques centrales, vous me financez ça, Oui, non, mais bien sûr. Mais je caricature évidemment parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. Les banques sont indépendantes, les banques centrales sont indépendantes. Mais vous pouvez les inciter à financer ce type de projet sur le long terme et les États deviennent des donneurs d'ordre. Derrière, vous avez le secteur privé qui s'active, parce qu'évidemment, on sait très bien que l'État par lui-même, en tant qu'industriel, n'est pas forcément l'acteur le plus pertinent, qu'il vaut mieux déléguer au secteur privé pour gagner en productivité, gagner du temps pour arriver au résultat. Donc pour moi, on peut très bien avoir une dynamique d'activité sur le moyen long terme qui reste parfaitement agréable. Donc il peut y avoir un trou d'air récessif pendant un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres modéré, une inflation qui effectivement est un peu trop forte à l'heure actuelle et qui est tapée de façon un peu violente par les banques centrales, mais derrière, un scénario qui reste positif. Donc si les marchés aujourd'hui ne s'effondrent pas, moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi cette perspective. C'est-à-dire qu'on a eu des progressions de résultats qui étaient magnifiques depuis un an. Si vous regardez les graphiques, on est sur les niveaux d'il y a un an sur les différents marchés. J'ai quand même l'impression que justement, puisque le monétaire se retire du jeu, les politiques budgétaires vont être très très contraintes, de plus en plus, à commencer par l'Europe. Quand l'inflation est à 1%, évidemment, le whatever it takes, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on a la légitimité d'agir pour le seul mandat qui est celui de la stabilité des prix. Quand vous avez 2-3% d'inflation, comment on va vendre aux Allemands qu'il faut que la BCE vienne monétiser la dette déjà que c'était pas facile quand il fallait combattre la déflation, et là c'était légitime, mais si on est à 2% d'inflation, plus aucune raison de faire intervenir la Banque centrale. Parce que je pense qu'aujourd'hui... Donc il va falloir financer ça de manière autonome. Oui. Et je pense que les Allemands ont compris aujourd'hui qu'ils ont deux faiblesses. Une source d'approvisionnement énergétique russe, qui pose un vrai problème, et une destination de leurs produits, qui est la Chine, qui pose également un problème. Donc il va falloir de toute façon se reconstruire. Donc pour moi, il va y avoir nécessairement une remise à plat des équilibres en Europe, et ça passera pour moi très probablement, parce qu'on l'a déjà fait une première fois avec la Covid, par des levées de capitaux communes. Et ces levées de capitaux communes, pour moi, il faut simplement ne pas les gâcher. C'est pour moi ça le grand sujet. Ouais. Donc c'est plus, je pense que la rigueur allemande, elle va s'appliquer sur l'emploi des capitaux, mais pas forcément sur la masse de capitaux utilisés. Mais là, vous parlez quand même d'un horizon de temps qui est pas immédiat. Dans le temps des marchés. Quand l'Allemagne vous dit je vais déjà dépenser 100 milliards pour la défense en urgence et derrière c'est 2% de mon PIB qui va venir systématiquement, une partie de mes excédents commerciaux structurellement constitués depuis des années, ils vont être réaffectés à des dépenses ou de la consommation nationale ou européenne. Donc pour moi, il y a bel et bien une dynamique européenne qui va se construire. Alors je dis pas que ça va pas se faire facilement. Il y aura des phases de douleur dans tout ça. Évidemment. Mais je ne suis pas
spécialement pessimiste, non. C'est notre sujet du jour. Comment on reconstruit un policy mix quand il n'y a plus les banques centrales dans le jeu? Celles qui ont été là depuis 10 ans et qui ont permis ce confort budgétaire absolu dans lequel on a vécu jusqu'au paroxysme Covid, où là, tout était mis sur la table. Il faut quand même relativiser, ça ne disparaît pas. Hein. Je vous rappelle que la BCE va détenir tout ce qu'elle a acheté comme obligation durant la pandémie jusqu'en 2024. Hein. Oui. Donc on n'est pas non plus comme la Fed on couvre plus les achats. Enfin, on couvre plus la dynamique. Mais il y a quand même une grosse partie de la dette aujourd'hui qui est bloquée dans le bilan de la BCE et qui coûte rien aux États. Hein. Faut ça, pas. Oui, mais toutes les nouvelles émissions, toute la nouvelle dette, tous les nouveaux déficits, mais attention, ils sont plus couverts. Juste pour rappeler, parce qu'il faut quand même avoir ça en tête. Aujourd'hui, le niveau d'endettement de l'État français, si vous retirez la dette BCE, il est exactement identique à celui d'avant le Covid. Donc, tant que la BCE garde cette dette française dans son bilan, le risque crédit de l'État français et la capacité d'endettement supplémentaire de l'État français n'est pas remis en cause. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir une pression beaucoup plus forte, à mon avis, des taux d'intérêt, parce qu'il va y avoir une exigence de rendement. On enlève la bulle sur l'obligataire. Et la Banque centrale, par ses achats, avait créé une bulle. Donc, ça signifie quand même une flexibilité beaucoup moins forte. Maintenant, aussi, on a quand même un effet recette qui est là. L'inflation nourrit une partie des recettes, notamment de TVA. Alors, c'est un mauvais choc là, parce que c'est un choc externe, donc c'est un choc qui pèse sur l'activité. Donc c'est pas une bonne inflation. Une bonne inflation pour l'État français, ça serait une inflation. C'est pas des recettes fiscales soutenables. Voilà, ça serait lié à une dynamique interne. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas dans une situation aujourd'hui dramatique. Je dirais ce qui va vraiment poser problème dans la zone euro, pour moi, c'est la situation de l'Italie. Parce qu'on est dans un choc asymétrique avec un risque de nouveau d'instabilité politique. Et le fait que ça soit M. Draghi aujourd'hui, ça joue énormément dans la stabilité de l'Italie sur les marchés obligataires et sur le niveau des spreads italiens. Si ce n'était pas lui, le spread serait déjà à plus de 200 BP. Je pense que déjà, il serait et on voit que ça peut arriver très vite, des tensions. On a déjà vu au premier trimestre un PIB qui n'était pas très bon en Italie. On sait qu'il y a des statistiques qui ne sont pas très bonnes actuellement. Et on sait que l'Italie, avec l'Allemagne, ils sont les deux pays les plus affectés. Alors l'Allemagne, on n'est pas trop inquiet, mais l'Italie, ça peut jouer très très vite. Le discours officiel de la BCE pour l'instant, alors ils essayent de faire remonter un peu l'euro, là, c'était le tir de barrage au quiche du jour, on va monter les taux, on se dépêche, le 9 juin il y a une réunion, il faut agir, etc. Donc ça évite à l'euro de baisser plus que nécessaire. En revanche, ça met de la tension sur les spreads. Et quand on interroge le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-Gallo, il dit « Ah non, pas besoin de donner de détails pour un arsenal anti-crise ». Voilà où on en est. On a l'impression qu'il n'y a rien qui est prêt pour l'instant. Alors, la seule chose qui sont prêts, c'est le PEPP, vous savez, ce fonds on a tous fait le calcul. Qui va pouvoir réinvestir. Voilà, mais ça reste très limité. C'est pas la ligne de défense qui arrêtera le marché. Et c'est en ça que je pense que la BCE fait une erreur par rapport à la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre peut continuer à faire des achats obligataires tout en remontant ses taux, alors que la BCE, je ne comprends pas leur logique. Pourquoi on n'a pas inversé la séquence Voilà. Et puis même pourquoi on peut se dire, on a deux outils. On a plein d'objectifs, on a deux outils, il y en a un qui sont totalement indépendants. Et pourquoi pas On a été capable de renverser les tables un nombre de fois incroyable depuis des années en matière de politique monétaire. Et là, cette séquence, elle est inamovible. Si je veux me faire, moi je ne suis pas pour, moi je pense qu'ils font une erreur. Mais il y a peut-être de ne pas distinguer les deux armes et de la maintenir. La seule chose que je pourrais dire, qu'en Europe, il y a un élément, ils ont peut-être peur de se faire attaquer à la cour de Karlsruhe en disant que s'ils font ça pour des raisons institutionnelles. Bon, je peux comprendre, enfin, c'est sur cet aspect juridique. Mais sur le fond, en termes de politique monétaire, pour moi, c'est une erreur de politique monétaire de ne pas distinguer véritablement ces deux armes. Et c'est vrai qu'on va... De toute façon, regardez la dernière conférence de presse de Mme Lagarde, les journalistes, une grosse partie de la conférence de presse a tourné comment vous allez faire s'il y a des écartements de spread. Et tout le monde était là-dessus. Et donc s'ils ne peuvent pas répondre à cette question aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque juridique qui les empêche. Je pense... Alors, c'est la seule explication que j'ai. Ils n'en ont jamais officiellement parlé, donc je ne vais pas vous leur non, faire. Mais on sait tous qu'à chaque fois, il a fallu défendre les décisions de Mario Draghi, mais comme il y avait 1% d'inflation, il y avait le mandat. Il y avait la contrepartie en disant on n'est pas un facteur de risque. Aujourd'hui, ça va être compliqué devant la Cour européenne, mais surtout devant Karlsruhe, de dire on injecte des liquidités, alors que dans le même temps, il y a de l'inflation qui est au-dessus de notre objectif. Donc, je pense qu'il y a peut-être cet élément-là qui joue, qui est plus vraiment institutionnel, mais qui est un vrai handicap pour la zone euro, pour stabiliser la zone euro. Et ça, c'est un vrai problème. Donc ça veut dire, alors là où je rejoins, ça veut dire que la seule solution, mais ça c'est pas du tout évident, mais la seule solution passera que par le budgétaire. Dans ce cas-là, s'il y a un écartement des spreads, la seule solution, ça sera de réemprunter par l'Europe et de refaire une solidarité budgétaire au niveau européen. Est-ce que l'Allemagne est prête à y aller de nouveau? C'est pas évident. On a l'impression qu'à chaque fois la barre est quand même très élevée. La barre est très élevée parce que ça sera la seule réponse. Parce que, alors, encore une fois, on revient au début et qui est vraiment fondamental. Cette année, c'est la fin de la puissance des banquiers centraux. Et donc, ça veut dire que c'est l'année du risque.
parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on dépend peut-être plus de négociations au niveau de l'Europe, qui est loin d'être évident, que de Madame Lagarde, qui pourrait prendre la décision toute seule, encore et encore. Mais voilà, c'est ça le fond du problème, est là, aujourd'hui. On est sur pas mal d'incertitudes. Après avoir aspiré toute la volatilité du marché, les banques centrales remettent de la volatilité. D'où toute ma question, et ça va être un vrai test, c'est quand vous avez l'accumulation de taux nominaux en forte hausse, donc on rémunère le capital maintenant, et c'est fini l'argent gratuit, plus forte volatilité, c'est quand même très explosif pour les marchés, parce que quand vous avez une position à risque, quand vous avez fait du levier, payer votre capital et avoir de la volatilité, votre levier il est quand même en danger. Si on continue de chercher à se rassurer, Cyriac, vous l'avez déjà dit 2 fois, la Chine, c'est ce qui vous inquiète le plus là en ce moment, alors que ça fait déjà un moment qu'on est inquiet sur la Chine quand même. Oui, mais je trouve qu'on a beaucoup parlé d'inflation, on a beaucoup parlé d'Ukraine forcément, et que la Chine, c'est un peu loin, c'est un peu compliqué, et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais quand on regarde les données économiques, la Chine, c'est la 2e économie du monde. C'est une économie qui est en ralentissement extrêmement sévère. On a eu les PMI qui ont été publiés, les officiels et les non officiels. Les privés, voilà. Globalement, les deux sont quand même très mal orientés. Quand vous regardez le PMI global, juste un chiffre, le PMI global composite, il est sorti à 51. Le précédent est à 52,7. 51, c'est pas une catastrophe. 50, on reste au-dessus de 50, on reste en expansion. Si on retraite de la Chine, on est à 55. Donc c'est vraiment la Chine qui fait chuter violemment ce PMI. La croissance mondiale. Les prévisions de croissance, c'est vraiment une anticipation. Et le truc, c'est que la Chine, on ne sait pas exactement comment on va s'en sortir. Il y a quelques nouvelles un peu positives du côté de Shanghai. Ça réouvre un petit peu. Mais là, on est vraiment sur un creux comme on n'a pas connu depuis janvier-février 2020. Et j'ai l'impression qu'on ne le voit pas ou qu'on n'en parle pas assez. Or, si l'activité en Chine s'arrête, l'impact économique, il est autrement plus important que ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine. Et c'est vraiment, pour moi, le point clé. Et le point clé des deux côtés, j'ai envie de dire. Parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment très négatif. Mais si demain, il y a une évolution de la politique chinoise vis-à-vis du Covid, c'est-à-dire finalement cette politique zéro Covid qui est d'une manière ou d'une autre remise en cause, à Pékin, on commence à avoir une logique de tests 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, qui permettrait peut-être une non-fermeture, comme on a pu connaître à Shanghai, des solutions un peu de ce type. À ce moment-là, ça peut être une extrêmement bonne nouvelle, parce que cette économie chinoise, qui devait être un facteur positif sur 2022, est devenue très négative sur le premier trimestre, certainement sur le premier semestre. Mais à l'inverse, si on commence à avoir un news flow plus positif, à ce moment-là, pour l'économie mondiale, ça pourrait être un ballon positif, et il n'y en a pas beaucoup, on peut le voir, pour l'ensemble de l'économie. Deuxième élément, qui est à mon avis tout aussi important sur la Chine, c'est qu'au-delà de la Chine, il y a la question de l'inflation qui est liée à ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire que si la Chine ne produit plus ou ne produit plus assez, l'inflation importée dans les pays développés qui devait se normaliser, et qui était en train de se normaliser, c'est pas une vue de l'esprit, c'est en train d'avoir lieu, ça s'est complètement arrêté. Et donc ce qui se passe en Chine, ça pourrait pour le coup remettre en cause ce que veut faire la Fed, ce qui pour moi, elle est quand même en train d'y arriver d'une certaine manière. Mais si demain ces CPI ne se normalisent pas et restent à 8%, parce que les Chinois ne produisent plus et qu'on est prêt à payer n'importe quel prix pour une paire de chaussures, à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué pour l'économie mondiale. On a quand même déjà 1 mois ou plus peut-être de confinement à Shanghai. Déjà avec des embouteillages qui repartent dans les ports, etc. Donc ça avec un peu de délai, c'est quelque chose qu'on va voir sans doute apparaître dans quelques chiffres ici et là dans les prochaines semaines. On va voir, mais il faut avoir en tête qu'il y a quand même du stock, il y a quand même une capacité d'absorption, mais qui est une histoire de quelques semaines, ou quelques mois au maximum. Donc là, on a eu finalement, il y a énormément en effet de bateaux qui étaient en train d'attendre de charger dans le port de Shanghai. On a réussi à les dérouter dans une partie d'autres ports chinois, mais c'est des solutions qui sont que temporaires. Si l'économie chinoise s'arrête de manière durable pendant 6 mois, c'est une toute autre histoire. Et en termes d'impact économique, c'est autrement plus compliqué que ce qu'on peut parler même sur la zone euro. C'est vraiment extrêmement important, parce que un PMI à 36 en Chine, c'est historiquement extrêmement faible. Et donc, pour moi, vraiment, il faut vraiment se tourner vers l'Est et ce qui se passe en Chine pour anticiper la dynamique économique sur 2022. Parce que la question de l'inflation, j'ai envie de dire, ça fait 1 an qu'on en parle, des banques centrales, comment ça se passe, etc. La Chine, ce retour du Covid, il y a 3 mois, personne n'en parlait. Non, c'est vrai. Et sur la politique zéro Covid, parce que moi j'ai vu les conclusions du Politburo, ça reste quand même la première priorité. Deuxième, ensuite, il faut soutenir l'économie, ça y est, ça remonte. Première priorité, c'est la zéro Covid policy stricte. Moi, Xi Jinping, je suis là, je vous protège, et il n'y aura pas plus que 5000 morts officiels de la pandémie en Chine jusqu'à ma réélection. J'ai l'impression que ça reste assez verrouillé. Entre les lignes, ça bouge un peu quand même. Ça commence à se déverrouiller un petit peu.
Et il y a quand même un engagement de la Chine, puisqu'ils ont annoncé 5,5 de croissance sur 2022, qui n'est pas remis en cause aujourd'hui. Alors clairement, il y a une question sanitaire à très court terme, mais il y a quand même une crédibilité de la Chine. Il faut avoir en tête une crédibilité pour les autorités chinoises. Et la crainte maximum pour les autorités chinoises, c'est quand même qu'il n'y ait plus d'emplois, qu'il y ait un problème de ralentissement économique très violent, qu'il y ait un taux de chômage qui monte. Et ça, c'est vraiment ce que les autorités chinoises craignent fortement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils cherchent une solution pour atteindre ce 5,5. Alors la première réponse qu'ils ont faite, qui était logique, parce que contrairement à nous autres pays occidentaux, eux ont les moyens de relancer l'économie avec une relance budgétaire et monétaire, ce qui n'est pas le cas de quasiment tous les pays dans le monde. Mais ils se rendent bien compte que ce n'est pas assez et qu'il va falloir réfléchir à cette politique zéro Covid. Bien sûr. Et donc, il y a quelques éléments que je trouve un peu plus positifs. Maintenant, on voit que c'est extrêmement compliqué. Et tant qu'on n'a pas une inversion durable à Shanghai de la situation, là, il reste une zone d'incertitude. Voilà. Mais il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, c'est un stress. Demain, c'est peut-être une opportunité. Vous achetez l'idée que la Chine peut... ça va tellement pas bien que ça peut être une source d'espoir conjoncturel pour la deuxième partie d'année, Vincent ? Moi, ça fait des années que je me méfie de la Chine, donc ça, c'est un autre sujet. Oui, je pense que de toute façon, on est dans la phase difficile qui ne peut que s'améliorer. C'est un petit peu comme l'inflation. On est dans une situation où le pic approche. Je ne sais pas quand il est exactement, mais le pic approche. Là, on est dans une situation où le pays confine une grosse partie de sa population, de son économie. Donc, par définition, on va aller vers quelque chose d'un peu mieux. Ça ne veut pas dire quelque chose de stable, puisqu'on risque d'avoir de nouveau du stop and go tant qu'ils n'auront pas accepté du Pfizer. On continuera dans une situation difficile. Je pense que la préoccupation, elle est un peu comme aux États-Unis. Il y a une question de calendrier. C'est cet automne qui est important pour Xi. C'est cet automne qui est important pour Biden. Donc voilà, je pense que jusque-là, on continuera d'avoir une surveillance, une sursurveillance sanitaire en Chine qui risque de poser problème aux pays occidentaux et au pays lui-même. On est dans une situation d'économie mondiale qui doit gérer la pénurie de main-d'œuvre, de la pénurie de pétrole, de la pénurie de matières premières, de la pénurie de semi-conducteurs. Et je pense que c'est probablement une des grosses transformations à laquelle les entreprises vont devoir se mettre en place. Elles vont devoir réorganiser tout ça, réorganiser les sources d'approvisionnement, mieux les diversifier, les relocaliser de temps en temps. Donc je pense que tout ça, c'est un énorme travail qui va devoir se mettre en place. Ça nécessite beaucoup d'investissement de la part des entreprises. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une forme d'auto-entretien de l'économie, même si la consommation des ménages devait être d'une certaine manière difficile. Du côté de l'investissement des États et des entreprises, je pense qu'on a une mécanique un peu auto-entretenue, un peu mécaniquement auto-entretenue sur les prochains mois, voire années. C'est le thème CAPEX, le thème investissement aujourd'hui qu'il faut surveiller. Derrière la Chine, alors, le yuan est quand même un exemple assez marquant de... la volatilité extrême qu'on a retrouvée sur les grandes devises, Vincent. Le yuan, c'est quand même 4-5% de baisse en 3 semaines, un mois, pour une monnaie qui est contrôlée. Alors, le dollar est très très fort. Et j'ai regardé sur le graphique, c'est intéressant. C'est-à-dire que le yuan commence à lâcher au moment de l'invasion de la guerre, de l'invasion ukrainienne par Vladimir Poutine. Et derrière, effectivement, ça accélère et puis on se retrouve avec l'idée d'une dévaluation quand même. Ça bouge contre dollar. Oui. C'est un mouvement de 5% contre dollar. J'ai regardé avant de venir. Contre euro, c'est 0. Contre livre sterling, de mémoire, on est à 1% de variation. Contre Japon, on est à 2% de variation. Sachant qu'il s'apprécie. Le yuan continue de s'apprécier d'1% contre la livre sterling et de 2% contre le yen. Donc c'est avant tout une histoire du dollar. C'est le dollar. C'est le dollar à l'heure actuelle. Pour moi, il y a un mouvement de précipitation internationale vers l'actif défensif, l'allocation naturelle, c'est de se réfugier sur les États-Unis parce qu'ils sont producteurs de matières premières, parce que c'est un secteur de la défense qui est fort, parce qu'ils sont plus ou moins autonomes, parce qu'ils sont loin des conflits, parce que à tous les niveaux, et il n'y a pas la problématique du zéro Covid chinois, enfin, à tous les niveaux, c'est la zone refuge naturelle. Donc vous faites quoi ? Vous voulez aller sur les États-Unis, vous achetez du dollar pour pouvoir vous acheter les actifs aux États-Unis. Donc, pour moi, la mécanique, elle est assez logique.
Mais quand je regarde les mouvements sur le yuan versus les autres devises, moi, pour le moment, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de significatif. Et je pense que l'ambition du pays, sur le long terme, de toute façon, elle est d'avoir une véritable assise économique, mais assise financière aussi, une véritable reconnaissance, comme quoi sa devise vaut quelque chose. C'est pas pour rien s'ils font un effort pour développer le yuan ou ce genre de choses. Ils ont bel et bien des ambitions financières internationales. Et la volatilité des devises, on boucle un peu avec le sujet Banque centrale, mais ça devient aussi un sujet politique, là. Enfin, je veux dire, ça commence à créer des questionnements politiques. Je sais pas, la faiblesse du yen, c'est peut-être une concurrence accrue pour l'Allemagne, par exemple. Pour moi, c'est pas... qui est un peu positionné sur les mêmes. Pour moi, c'est pas tant les ampleurs, d'exportation, c'est pas tant les ampleurs, c'est les vitesses qui posent problème, parce que derrière, les entreprises ont énormément de mal à s'adapter. Quand vous essayez d'acheter des couvertures sur les devises, ça vous coûte une fortune. Donc pour moi, en fait, c'est ça le Et quand vous regardez la tendance du dollar pur, là, même avec des outils d'analyse un peu technique ou de positionnement, c'est encore une tendance... Enfin, je veux dire, contre laquelle il faut pas se mettre aujourd'hui, ou est-ce que ça peut être un moment tellement excessif que... Moi, j'ai l'impression que les trois sujets, c'est Chine, inflation, Ukraine. Ukraine, je ne sais pas quand ça va se débloquer. Donc, voilà, joker. La Chine, c'est d'une certaine manière elle-même qui le pilote. Donc là, on n'a pas la main non plus. Donc le dernier sujet, c'est l'inflation. L'inflation, si le pic approche, je pense que ce jour-là, vous aurez moins de crainte de voir la Fed être ultra agressive. Vous direz que les autres banques centrales vont peut-être à leur tour, parce qu'elles ont pouvoir rattraper un peu. Exactement, il y a un déphasage entre les actions des banques centrales. Donc il y aura un phénomène de rattrapage. Et à ce moment-là, le dollar se calmera. Christian, c'est la guerre des monnaies ou pas, là ça devient un sujet c'est logique ce qui se passe sur l'échange. Je on prend en compte un écart de conjoncture qui va se creuser et je pense qu'on pouvait... Donc c'est légitime, il n'y a pas d'action pirate, j'allais dire, de banque centrale ou d'État qui choisirait en ce moment de... Non, je ne pense pas. Je pense que les marchés sont discriminants parce qu'au contraire, le marché d'échange, je pense que c'est un des marchés qui est le plus efficient, parce qu'il nous dit, voilà, à horizon prochain mois, il y a des écarts de conjoncture qui vont se creuser. Il y a une zone qui est beaucoup plus fragilisée par la guerre en Ukraine qui est l'Europe. Il y a une problématique au Royaume-Uni, donc ça joue sur la livre. Et puis on a des États-Unis qui en relatif se portent beaucoup mieux avec un vrai risque de boucle prix-salaire voilà. Et donc je pense qu'on est discriminant. Après, il y a peut-être quelqu'un qui fausse un peu le jeu qui s'appelle la Banque centrale du Japon, qui continue son quoi qu'il en coûte tout seul comme une grande et qui est en train de se suicider. Mais non, parce qu'elle nous dit je ferai en sorte que les taux japonais à 10 ans ne montent pas au-dessus de 0,25. Donc, plus les taux américains se tendent, plus ça fait une pression sur le yen, et plus derrière, elle fragilise son économie. Parce que je vous rappelle, il y a une petite étude qui est sortie de Reuters. Ils font le Tankan Reuters. Et il y avait une question spéciale qui demandait aux entreprises japonaises l'impact de l'effondrement du yen. Et elle nous disait clairement que aujourd'hui, c'était une vraie problématique parce que ça augmente leurs coûts. Et elles ne peuvent pas le répercuter aux et d'ailleurs, ça crée une divergence dans la conduite de la politique économique. Vous dites la BOJ, effectivement, continue l'assouplissement permanent illimité. En même temps, le ministre des Affaires économiques japonais, je n'ai pas du tout son nom en tête, évidemment, mais j'ai vu qu'il commençait à réagir en disant on est attentif au Forex. Ils sont obligés, parce que là, ça va trop vite et trop loin. Et le problème, c'est que faire un quoi qu'il en coûte monétaire, quand vous êtes tout seul à le faire, c'est suicidaire. Il ne faut surtout pas le faire tout seul. Et quand il y avait le Covid, donc on voit qu'on est dans une situation très différente du Covid. Parce que le Covid, c'était un choc mondial et tout le monde a réagi de la même façon. Donc les échanges n'ont pas bougé. Donc l'échange nous renvoie un bon signal sur l'activité. Et là, on voit les limites quand vous avez une monnaie qui part en vrille. On voit qu'en ce moment, c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose. Le seul qui pourrait se permettre de baisser, c'est le dollar. En théorie, oui, c'est ça, puisque eux, ils n'ont pas ce problème d'inflation importée liée aux matières premières. Mais on voit que là, aujourd'hui, ça accentue les problèmes du Japon. Bon, quand on regarde un peu les marchés, les marchés actions, il faut redire un mot de cette semaine. Et puis, toujours la question, alors le Nasdaq étant assez emblématique quand même de ce qui se passe. La semaine nous montre que la logique de purge n'est pas terminée. Le marché obligataire a été compliqué et le marché action continue d'être très compliqué, malgré déjà plus de 20% de baisse pour des indices de référence comme le Nasdaq.
Oui, ça reste complexe. Je pense que la complexité, elle est plus forte du côté des taux. Parce que on n'a pas... Du côté des actions, on a un élément positif, c'est quand même la croissance des bénéfices qui est là et qui permet de s'accrocher à quelque chose, d'autant plus qu'on peut rajouter l'effet de la valorisation. Si vous regardez les PE des boîtes américaines, aujourd'hui on est sur des PE forward à 12 mois, vous êtes aux alentours de 17, 17,5 pour le S&P 500. En début d'année, on était à 22. En Europe, on était à 16, on est à 12. Ou 13, ça dépend des... Ouais, d'accord. Donc il y a quand même eu un dégonflement, ce qu'on appelle un dérating assez intéressant, parce que vous avez des actions qui baissent et une croissance des bénéfices qui monte. Donc sur les actions, je trouve que la big picture, elle est pas si négative que ça. Il y a de la volatilité, c'est forcément pas facile avec des vols de 30, mais si vous êtes capable finalement de tenir aujourd'hui, nous on est par exemple sur une position de neutralité sur les actions. D'accord. Sur les côtés de l'obligataire, le sujet est plus compliqué parce qu'aux US, on est sur des taux 10 ans à 3,10 là, à l'instant T. À quel niveau on considère qu'il y a de la valeur sur les taux américains ? Quand on est parti en début d'année, il faut le rappeler, on était à 1,50. Ça veut dire qu'on a quand même multiplié par 2 le 10 ans américain. En termes de PNL, on est quand même sur des fortes baisses. À 3,10, acheter des obligations américaines qui apportent un vrai rendement avec une exposition dollar. J'ai du mal à croire que certains fonds souverains ou certains fonds vont pas venir, certains fonds de retraite vont pas revenir sur la classe d'actifs à un moment donné. Donc nous, notre sentiment, c'est qu'on est plutôt aujourd'hui sur la fin d'un mouvement qui peut-être se poursuivre un petit peu, mais on va pas reprendre 150 BP sur les taux 10 ans US. Donc j'ai envie de dire que du côté de l'obligataire, on était très prudent et on l'est un peu moins. Et plus les taux montent, ils ont cette vertu de la valeur. Sûr, très clair. Plus ça remonte, plus on va commencer à regarder ça progressivement. Alors ce qui est vrai aux États-Unis, il est beaucoup moins en Europe parce que le Bund à 1%, il a un rendement qui est quand même beaucoup moins sympa. Et dans ce contexte-là, pour terminer sur le crédit, qui est la troisième grande classe d'actifs, du côté du high yield, par exemple, là, vous avez vraiment eu l'écartement de spread plus la hausse des taux. Donc, vous retrouvez vraiment des rendements très attractifs entre 5 et 6%, que ce soit aux US ou en Europe. Et si vous n'êtes pas, parce que in fine, dans toute notre discussion, je pense que le terme qui n'a pas été utilisé, c'est récession. Est-ce qu'on est en train de préparer une récession de l'économie mondiale sur les 12 prochains mois, oui ou non ? Si la réponse est oui, il ne faut pas y aller. Même avec 6% de rendement. Même avec 6%. Ouais. Par contre, si la réponse est non, là, vous loquez aujourd'hui en investissant sur ces classes d'actifs un rendement qui est quand même sympa. Je ne dis pas que ça ne peut pas aller à 7 ou 8, mais à 6%, vous trouvez quelque chose de très sympathique. Et donc, sur le crédit, nous, on trouve en particulier que sur le high yield, on recommence à retrouver de l'intérêt aussi à se repositionner aujourd'hui. Bon, sur les stratégies et les positionnements en matière de location d'actifs, puis le Nasdaq, bien qu'on en redise un mot aussi, la semaine a été très très violente. C'était, j'ai vu hier, c'est 7% de baisse pour les GAFAM, quoi, en moyenne, sur la séance où le Nasdaq perd à l'arrivée 5-6%. Oui, parce qu'on tenait à bout de bras en fait les marchés actions américains grâce aux GAFAM depuis un an. Donc là, on a effectivement une phase de... Alors, je ne sais pas si c'est capitulation ou en tout cas de... On allège de façon un peu systématique les marchés. Comme ce sont les plus gros poids dans les indices, mécaniquement, c'est là que ça finit par peser le plus. Donc pour moi, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Je rejoins entièrement la question du... on n'est peut-être pas loin d'un point haut sur les marchés obligataires américains. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il va falloir que le caractère négatif en fait, que pouvait avoir la hausse des taux d'intérêt sur les valorisations des valeurs du Nasdaq, peut-être qu'on n'est pas très loin du bout. Donc moi, c'est un premier argument. Ça marche ensemble, ça, effectivement. Pour moi, les deux sont liés. Donc pour moi, si on a bel et bien une anticipation de marché obligataire qui redevient un peu intéressant, il faut se réintéresser simultanément au Nasdaq. Peut-être pas avec le même timing précis, mais pour moi, il va falloir le re-regarder. Deuxième point, les prochaines publications qui viendront. Pour moi, assez logiquement, avec le zéro Covid en Chine, on va avoir un certain nombre de problématiques d'approvisionnement de différents produits pour les pays occidentaux. Donc les sociétés industrielles, je pense, vont avoir du mal. On a vu les commandes à l'industrie Allemagne, chiffres horribles sur le mois de mars, en anticipation de ce que ça va donner. Les ventes que vous aurez fait en Chine, s'il y a du confinement, par définition, c'est pareil, ça va être compliqué. La question du coût des approvisionnements en matières premières, la question de la protection des effets de devise sur vos activités. Moi, je pense que les thématiques industrielles sont très probablement plus à risque sur les prochaines publications que les valeurs technologiques qui, je caricature à l'extrême, il faut faire du cas par cas évidemment, mais qui, grosso modo, n'ont
une seule véritable difficulté, qui est de devoir gérer des problématiques salariales. Et les problématiques salariales, elles géraient ça avant la Covid. Enfin, c'est quelque chose de permanent. Elles ont toujours l'habitude de cette guerre des talents, etc. C'est dans leur modèle économique. Donc pour moi, cette problématique-là, elles sont capables d'y répondre. Donc moi, mon pressentiment, c'est qu'en timing, le Nasdaq, alors peut-être qu'on va baisser encore un petit peu, c'est pas la question. Mais pour moi, il faut le regarder maintenant parce qu'on approche probablement d'une zone intéressante désormais par les taux et par les rotations qui devraient se faire pour les prochaines publications. Ouais, très clair. Pour conclure, oui, 3,10, 3,15 sur le 10 ans américain, ça doit réintéresser des investisseurs institutionnels, fonds de pension, de retraite, etc. Christian ? Oui, très clairement. Moi, je vois pas forcément les taux longs américains dépasser les 3,50. Ça me paraît vraiment un niveau. J'ose pas aller au-delà. On basculerait dans un autre monde. Ce serait une autre situation. Ça me paraît peu probable. Oui, mais les choses peuvent changer. Mais il y a un élément qu'il faut avoir conscience, c'est que la dette américaine est très ouverte sur l'étranger. Oui. C'est-à-dire qu'une grosse partie du financement de la dette américaine, c'est des Japonais, c'est des Européens. Et donc aujourd'hui, ils ne sont pas soumis à l'inflation. Ils s'en moquent que l'inflation soit à 8 ou à 10 aux États-Unis. Eux, ce qu'ils regardent, c'est le change. Oui, donc, est-ce que le dollar va monter et est-ce que je vais avoir du rendement et derrière. Et si je vous dis aujourd'hui qu'on atteint des niveaux aujourd'hui avec un taux sans risque à 3,50, voilà, ça reste confortable. Donc je pense que le statut véritablement défensif des obligations américaines revient très largement maintenant à ce niveau de taux. Il y a au moins de l'attrait relatif là effectivement sur cet obligataire américain aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, économiste et président d'Altair Economics, Vincent Lecartier, gérant senior et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Cyriaque Dayan, gérant diversifié chez Sanso IS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan pour un exercice d'analyse fondamentale, le décryptage d'un cas d'investissement. Le cas ce soir, c'est BNP Paribas et c'est Guillaume Brisset, directeur général et associé gérant de Clartan, qui est avec nous en plateau pour exposer ce cas d'investissement autour de BNP Paribas. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. C'est la première fois qu'on traite une banque avec Clartan depuis qu'on a mis en place ce rendez-vous. Donc je suis très très intéressé et j'attends de voir effectivement ce qui fait pour vous l'intérêt de BNP Paribas en l'occurrence. Mais une première question en préambule, c'est à l'ère de la technologie partout, à l'ère de la superpuissance même des GAFAM, sur le plan boursier c'est un peu plus compliqué, mais la superpuissance elle est quand même toujours là. Est-ce qu'il y a un intérêt pour des investisseurs de long terme à regarder encore le cas d'une banque française traditionnelle ? Bien oui, et même précisément peut-être maintenant. Maintenant, parce que d'abord une banque comme la BNP, ça ne se copie pas aisément. Voilà, c'est le produit d'une histoire et d'une histoire très riche. Ça s'est bâti sur des dizaines et des dizaines d'années. Et aujourd'hui, après une dizaine d'années un petit peu de répression réglementaire contre le secteur bancaire, post la crise de 2008, où le monde avait failli s'écrouler à cause du système financier, eh bien, on a forcé les banques partout dans le monde occidental à se renforcer leurs fonds propres, mettre toujours plus de sécurité dans leur activité. Voilà, et ça leur a coûté. Ça leur a coûté en termes de rentabilité, ça leur a coûté en termes de marge de manœuvre qu'elles avaient pour elles. Voilà. Mais nous sommes en train d'arriver au terme de cette longue phase de 14 ans. Voilà. Et du coup, elles vont peut-être retrouver des ailes à déployer. D'autant qu'en face, côté GAFAM, c'est peut-être le moment où la régulation va monter pour plusieurs années, etc., etc. Mais en gros, vous dites, on ne peut pas disrupter tous les métiers d'une banque, en tout cas d'une banque comme BNP Paribas. Il y a des métiers qui sont peut-être plus challengés aujourd'hui par de nouveaux acteurs, mais il y a des métiers qu'on ne peut pas disrupter comme ça. Non, c'est impossible. Alors je vais prendre juste quelques exemples, parce que c'est vrai que la presse en fait souvent état. Alors on parle des néobanques, et on brandit la menace pour un système bancaire traditionnel. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que vous prenez un acteur comme BNP Paribas, il rachète des néobanques, et il devient lui-même une néobanque. Donc BNP a racheté le compte Nickel il y a quelques années. C'est aujourd'hui un énorme succès au sein de la BNP. C'est
2,6 millions de clients. Ils ont racheté l'année dernière Floa. Floa, c'est Une banque verte, hein, c'est ça, hein, non, c'est du crédit, du crédit fragmenté, on appelle ça, voilà, pour financer des achats à très court terme. Là aussi, 3,7 millions de clients, c'est considérable. Et en gros, ça transforme une BNP aussi en une petite néobanque. Très très clair. D'une certaine manière. Et puis ce sont quand même des établissements rentables. Toutes les nouvelles banques ou tous les nouveaux modèles bancaires digitaux sont pas forcément rentables, loin de là aujourd'hui. Hein. Toutes les fintech, beaucoup d'entre elles n'ont pas encore trouvé un modèle économique rentable. Alors, ça, c'est très clair. Et dans le cas de la BNP, là, c'est un peu éclatant. Une banque, c'est un groupe bancaire, hein, c'est un mastodonte tout de même, la BNP. C'est la plus belle banque européenne. Et aujourd'hui, en 2021, elle a dégagé 9,5 milliards à peu près de résultats nets. Voilà, c'est énorme. Oui, donc elles ont des arguments à faire valoir face aux GAFAM. Juste pour resituer quand même, évidemment, on connaît tous BNP Paribas, donc on n'a pas besoin de présenter forcément en détail la banque, mais pour comprendre ce qui fait que BNP Paribas est la plus belle banque européenne, comme vous dites aujourd'hui, Guillaume, il faut remonter un petit peu en arrière dans l'histoire, parce qu'il y a eu des mouvements stratégiques majeurs, il y a peut-être 10, 15, 20 ans de cela, qui expliquent la puissance de BNP Paribas aujourd'hui. Oui. Alors, c'est une banque du XXe siècle, la BNP, contrairement à la Société Générale, qui est une banque de la fin du XIXe, qui a financé l'industrialisation. La BNP, c'est une banque du XXe siècle qui a été nationalisée en 82, reprivatisée en 93, et qui s'est réinventée depuis. Et elle arrive en 98, c'est la banque française la plus rentable, et on démarre 99, et là, la Société Générale lance une OPA sur Paribas. La BNP ne va pas rester sans réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lancer une double OPA sur Paribas, mais aussi sur la Société Générale. Elle ne remportera pas le morceau sur la Société Générale, mais elle remportera le morceau sur Paribas. Et c'est le début d'une longue et formidable transformation de la BNP. Alors, va suivre en 2006 l'acquisition d'une banque italienne qui fait qu'elle a un deuxième marché domestique, comme elle dit, aux côtés de la France. Très clair. Et puis, elle est toujours extrêmement solide et rentable. 2008, le monde s'écroule et surtout la finance mondiale s'écroule. Toutes les banques aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, tout ça, connaissent des affres terribles. La BNP surnage, tout ça. Fortis est au bord de la faillite, a été nationalisé par l'État belge. La BNP reprend Fortis et reprend la Banque Générale de Luxembourg. Ça fait 2 marchés domestiques supplémentaires. Voilà. Et aujourd'hui, elle a ces 4 marchés, la France, l'Italie, la Belgique et le Luxembourg. Et je crois que depuis l'opération Fortis, on n'a jamais revu en Europe, en tout cas, d'opération de consolidation aussi importante. Ça reste la dernière grande opération de consolidation bancaire transfrontalière, en plus, menée par une banque européenne. Absolument. En Europe. Absolument. Et puis à côté de ça, parce que là, c'est la banque de détail dont on parle, mais à côté de ça, il y a des métiers spécialisés qui n'ont pas arrêté de se développer, comme Arval, par exemple, qui commence à devenir très gros aujourd'hui dans la location longue durée de véhicules. Ouais. Et puis, dans la banque d'investissement, et là, les derniers résultats nous ont montré à quel point ils sont devenus extrêmement puissants. Voilà. Et là, c'est un véritable succès. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'équilibre des métiers de BNP Paribas aujourd'hui? Alors effectivement, ils ont publié il n'y a pas très très longtemps et ça donne une photographie récente de la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet équilibre aujourd'hui des 3 grands métiers de BNP Paribas? Alors, BNP Paribas, c'est vraiment un groupe très diversifié. C'est-à-dire qu'il va vous financer votre achat immobilier en tant que particulier, il va financer les exports de tel ou tel gros groupe industriel partout dans le monde, il va vous gérer votre fortune si vous avez de la fortune et vous proposer des produits d'investissement. Voilà. Et aujourd'hui, on peut répartir ça ils répartissent ça en 3 piliers. Ouais. Une banque de particuliers, de services financiers pour particuliers, pour leur marché domestique, donc les 4 que je citais, France, Italie, Belgique, Luxembourg. Une banque d'investissement, qui est au service des entreprises et active sur les marchés. Et puis,
un troisième gros pôle de services spécialisés qui là peuvent être vendus en dehors de la zone euro aussi, dans lequel on retrouve le crédit à la consommation, Cardiff, qui est un très gros assureur aujourd'hui, le leasing, voilà, ce genre de services. Ces métiers sont bien équilibrés parce que c'est vrai qu'en plus, alors il y a la partie banque de détail, effectivement, mais quand on pense à des banques de cette taille, il y a la partie banque de financement, d'investissement, activités de marché, qui sont des activités volatiles, comme les marchés, parfois cycliques. On sait que d'avoir une dimension peut-être trop importante sur les marchés, ça a pu, à certains moments, être compliqué. Il y a en plus l'aspect réglementaire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre est optimal de ce point de vue-là ? Absolument. Ces trois piliers représentent à peu près un tiers chacun de l'activité. Alors, ça peut varier selon la conjoncture et le cycle, mais c'est en gros un tiers. Voilà. Et ça permet une solidité à la banque qui est inégalée, parce que si on regarde tout bêtement l'historique, sur les 15-20 dernières années, la banque n'a jamais perdu d'argent. Encore une fois, 2008, énorme crise financière, la plus grande depuis 1929, la banque ne perd pas d'argent. 2011, la crise européenne de la dette souveraine, la banque ne perd pas d'argent. 2014, elle paie plus de 9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. La banque fait quand même un bénéfice. Même en payant 9 milliards de dollars. Voilà. Et tout ça, c'est cette diversification qui le permet. Donc, vous pouvez avoir des problèmes quelque part, c'est toujours compensé ailleurs. Où est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans ? Il y a un plan stratégique, comme pour beaucoup d'entreprises. Sur quoi est-ce qu'ils veulent mettre l'accent quand ils réfléchissent, quand la direction de BNP réfléchit à ce que sera BNP Paribas en 2025 ? Alors, donc effectivement, c'est le dernier plan stratégique qu'ils ont élaboré. Le but, c'est de, encore une fois, continuer à renforcer la banque pour la rendre plus rentable, c'est-à-dire avoir des effets de ciseaux tous les ans, année après année, positifs. C'est-à-dire avoir une croissance de l'activité qui est supérieure à la croissance des coûts. Et donc, voilà, vous dégagez de la valeur ajoutée par ce biais-là. Le but, c'est, aujourd'hui, ils ont une rentabilité des fonds propres tangibles, mais on va dire fonds propres, de 8-9% à peu près. Ouais. Le but, c'est de l'amener en 2024, dès 2024, à 11%. D'accord. Donc ça va être déjà considérable. Et puis après, il y a deux volets considérables aussi. Le premier, c'est la technologie. Et donc, il faut moderniser la banque, la numériser. Et là, il y a... beaucoup de choses à faire. Voilà. Non. Parce qu'ils ont Hello Bank, par exemple. Ils ont déjà... ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Voilà, ils ont fait des tas de choses, mais là, il faut encore accélérer. Et puis, il y a des questions de cybersécurité, il y a des tas de choses. Et puis, il y a... au premier trimestre, ils ont fait 27% de cross-selling, comme on dit, c'est-à-dire des ventes qui ont été générées grâce à d'autres entités du groupe. Et ben ça, c'est grâce à leur plateforme digitale qui permet tout ça. Et la troisième chose de ce plan stratégique, c'est que, comme toutes les entreprises aujourd'hui, elles se mettent à l'ESG. Bien sûr. Et là, il y a un énorme volet pour réduire leur consommation carbone, financer l'économie verte. Voilà. Oui, c'est surtout sur la partie financement qu'on les attend. Oui, mais ils se l'appliquent à eux-mêmes aussi, bien sûr. En conclusion, qu'est-ce qui caractérise le cas boursier ? Et comment vous gérez la position ? Parce que les banques, il y a toujours un peu de bêta dans le secteur bancaire. Donc comment on gère la position BNP ? Et qu'est-ce qui vous intéresse sur le plan boursier spécifiquement ? Aujourd'hui, comme je le disais au départ, c'est un peu la fin de la répression réglementaire. Et puis vous avez quelque chose de nouveau, c'est que vous avez des taux d'intérêt qui remontent. Pour un acteur financier, et en une banque en particulier, ça libère énormément de marge de manœuvre parce que vos marges d'intérêt vont pouvoir être augmentées normalement dans un tel contexte. Et aujourd'hui, la BNP vous offre, elle a un actif net, c'est-à-dire la valeur intrinsèque de la BNP a cru de 7% par an depuis 2008. Ouais. Donc, vous pouvez vous dire, ça va continuer à croître de 7%. Puis à côté de ça, elle vous verse 7% de dividendes. Donc, vous achetez BNP aujourd'hui, vous avez 14% en gros devant vous de rentabilité par an. Si en plus le cours de bourse se met à monter,
Or, le cours de bourse, il est valorisé à 6 fois les bénéfices aujourd'hui. Donc, vous êtes protégé normalement à la baisse. Voilà. Et normalement, il n'y a que juste de l'upside à prendre. Merci beaucoup Guillaume, très intéressant cas bancaire, celui de BNP Paribas, donc avec Guillaume Brisset, associé gérant et directeur général de Clartan Associés, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.